Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. J'étais un peu brouillon hier et je m'en excuse. Donc je vais essayer de faire un peu plus succinct. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de l'Institut Pasteur. Pensez-vous que l'Institut Pasteur est bénéfique pour votre santé ou donc il cherche des vaccins, il cherche à étudier les maladies, mais au fil du temps c'était un institut qui permettait d'hospitaliser les gens et de voir les réactions en fonction des traitements. Et puis, progressivement, ils ont abandonné cette structure comme le stipulait le docteur Raoult, le célèbre professeur Raoult. Alors, pensez-vous que l'Institut Pasteur vous veut du bien? Eh bien, écoutez, on va essayer de remonter un petit peu dans le temps à l'époque de François Mitterrand, où nous avions un chercheur de l'Institut Pasteur, Monsieur Mirko Beljanski. Ah oui, tiens, comme par hasard, un Yougoslave, mais je vais faire un lien avec la Yougoslavie et vous allez comprendre. Donc, Mirko Beljanski, lui, il avait découvert que dans deux fruits exotiques d'Amérique, il y avait la possibilité de soigner efficacement le cancer de la prostate. Et François Mitterrand, personnage célèbre, puisqu'il a été président pendant 2 septennats, a décidé d'utiliser cette méthode. Et il a pu faire effectivement ces 2 septennats. Alors dans les années 70, moi j'apprenais que quand une personne âgée développait un cancer, de par son âge, la personne, le cancer évoluait très peu et donc c'était très peu dangereux pour la vie en fait de l'individu. Sauf si ça touche un organe particulier comme par exemple l'intestin. Et donc il était conseillé de faire un abouchement à la peau de l'intestin et d'éliminer le tronçon de l'intestin qui était mauvais. Mais on disait, c'est pas le cancer qui va tuer, quand on est vieux, c'est autre chose qui va tuer. Et effectivement, c'est le problème de l'immunité qui est diminué. Et donc, à l'époque, on nous disait, ne vous inquiétez pas, si vous êtes vieux, vous pouvez avoir un cancer, c'est pas le cancer qui va vous tuer. Donc, si ça vous gêne, eh ben, on fera en sorte d'améliorer les choses. Donc, on peut faire un anus artificiel et faire un embouchement pour court-circuiter la zone cancéreuse, et quitte à l'enlever. Alors, Mirko Beljanski, c'est intéressant parce que lui et son épouse travaillaient à l'Institut Pasteur. Et tant que Mitterrand était en vie, il n'a pas été emmerdé. Mais alors, le jour où Mitterrand est mort, alors là, je parle de François Mitterrand, hein, le jour où François Mitterrand est mort, alors là, on lui est tombé dessus. Oui, oui, il ne faut pas utiliser les médicaments de la nature, il faut synthétiser les choses d'une autre manière, et donc ça rapportera plus d'argent à Big Pharma. Voilà un peu ce que j'ai compris de l'histoire. Et donc la famille Beljanski a tellement souffert de persécutions que le pauvre Mirko est mort d'infarctus tellement il avait été malmené par ses collègues. Qui est-ce qui est mort dans les mêmes conditions? Eh bien, c'est Jacques Benveniste qui, lui, travaillait sur la mémoire de l'eau au CNRS. Et pareil, on l'a emmerdé tellement et on l'a tellement descendu en flèche qu'il est mort d'un problème cardiaque. Alors, croyez-vous que l'Institut Pasteur va protéger votre santé? Vous savez que autrefois, on faisait des vaccins qui étaient qui n'étaient pas toxiques. Et depuis les années 80, depuis le milieu des années 80, eh bien, on s'est retrouvé avec des vaccins qui contiennent des adjuvants, mais qui sont hallucinants. Alors, est-ce que vous croyez qu'on peut vous injecter des produits toxiques sans faire une autorisation de mise sur le marché? Vous savez, c'est la fameuse AMM qui permet de dire ce médicament est autorisé parce qu'on l'a testé.
Eh ben, on va vous mettre du mercure, de l'aluminium, de la nagalase, tout un tas de saloperies dans les vaccins dont la liste est énorme. Le docteur Talchaler, le médecin suisse, lui, il a répertorié 150 molécules différentes. Donc ça veut dire que les vaccins d'aujourd'hui sont faits vraiment n'importe comment. Et donc l'Institut Pasteur, qui est en cheville avec évidemment Sanofi, puisqu'on parle de Sanofi Pasteur, eh bien, ont proposé des vaccins qui sont absolument étonnants. Notamment, en Indonésie, ils avaient proposé un vaccin contre la dengue. Et le vaccin contre la dengue, c'était il y a 2 ans de ça, il y a eu une campagne de vaccination, et puis quand il y a eu 8 enfants qui sont morts de manière très suspecte, l'Indonésie a arrêté la continuation de cette vaccination pour faire des enquêtes. Bon, il y a effectivement un lien de cause à effet entre le vaccin de la dengue et les morts de ces enfants. Donc si vous croyez que c'est anodin de faire des vaccins, je vous invite à regarder les notices. Les notices, c'est marqué « risque de choc anaphylactique ». Mais ça veut rien dire pour le grand public et ça veut dire en fait vous pouvez mourir. Donc, on va vous dire non, c'est pas prouvé que la nagalase c'est pas bon pour la santé. Eh bien, c'est justement ce qui développe les cancers. Et c'est ce qui permet de faire effondrer la défense immunitaire. Et je pense que la lanceuse d'alerte qui s'appelait Claire Séverac, qui a écrit le célèbre livre « Guerre secrète contre les peuples », qui parlait des chemtrails, mais qui parlait aussi des vaccins empoisonnés. Eh bien, je pense que c'est la nagalase, on a dû lui mettre de la nagalase discrètement dans son environnement pour qu'elle puisse développer un cancer foudroyant. Alors la nagalase, qu'est-ce qu'elle fait? Elle empêche la formation de globules blancs dès qu'il y a quelque chose de pas normal, soit une cellule cancéreuse, puisque c'est le boulot des lymphocytes de les retirer, de les détruire, et puis ça sert aussi contre les infections, n'importe quel germe, que ce soit bactérie, virus ou vibrilon, eh bien normalement la défense immunitaire est là pour faire le ménage, pour faire le nettoyage. Donc, quand on met de la nagalase, eh bien, ça empêche le système immunitaire de fonctionner. C'est peut-être même la source de ce qu'on a vu lors de l'apparition du HIV, du sida. Bon, peut-être, je ne sais pas, ce sont des pistes à suivre. Je ne suis pas chercheur, donc je ne vais pas vous parler de la recherche. Donc l'Institut Pasteur, il a été démontré que le Covid a été fabriqué en laboratoire et que ceux qui ont déposé des brevets sur ce Covid, eh bien c'était l'Institut Pasteur. Ah, c'est bizarre ça. Et donc depuis le mois d'août que ça a été dénoncé, l'Institut Pasteur a fermé sa gueule parce que c'est absolument irréfutable. Donc je vous invite grandement à ne pas vous vacciner, ni penser même à vous vacciner contre un vaccin contre la grippe. Là, en ce moment, il y a une rupture de stock, mais surtout, ne réclamez pas de vaccin contre la grippe. J'ai fait un parallèle avec le Covid. On a vu qu'au mois d'avril, une personne qui avait été guérie du Covid, qui était sortie de l'hôpital, était retournée une semaine après, de nouveau infectée avec un Covid, et quand on a analysé, c'était pas exactement le même Covid, c'était un tout petit variant. Ce qui veut dire que la défense immunitaire ne peut pas fonctionner dans le Covid. Donc c'est bien une arme géniale. Celui qui a travaillé là-dessus, il a été génial. Et donc dans ce Covid, donc je vous rappelle, il y a 4 parties de HIV donc, qui peuvent créer le syndrome d'immunodéficience
c'est-à-dire que le système immunitaire de l'organisme n'est pas capable de se défendre. Et puis il y avait aussi une partie de malaria, et donc comment ça se passe, comment se transmet la malaria? Ça se transmet par les moustiques. Et donc, l'espérance de la deuxième vague qui avait été annoncée à grand renfort de cri, ça devait se passer par les moustiques, mais ça n'a pas marché, c'est pas de bol. Et donc, on arrive en saison automnale, et donc on se retrouve de nouveau dans une période où, de nouveau, les virus circulent, parce qu'il fait plus frais, il y a moins d'ensoleillement, et donc l'air est moins stérilisé qu'en période estivale. Et donc on se retrouve avec de nouveau des virus. Vous savez, le moindre rhume, c'est un coronavirus. C'est de la famille des coronavirus. Donc que ce soit le Covid-19 ou le Covid autre chose, mais vous inquiétez pas qu'ils vous ont préparé, ils vous ont concocté quelque chose de particulièrement maléfique. Donc il y a une personne qui a été infectée 3 fois, et donc ça on l'apprend aujourd'hui, qui a été infectée 3 fois au Covid, et 3 fois elle a été guérie. Alors, le traitement c'est très simple, c'est le quinquina, donc l'écorce de quinquina d'où est extrait l'hexachloroquine, le principe actif, le plaquenil, donc c'est la même chose. Et vous avez aussi l'artémisine qui est issue de l'armoise. Et donc l'armoise, c'est Artemisia vulgaris, que les Gaulois utilisaient quand ils se déplaçaient. Ils avaient toujours un sachet et à la moindre fièvre, ils se faisaient une tisane d'armoise. Et ils appelaient ça l'herbe de feu. Donc vous allez me dire, oui, je me répète, mais la pédagogie, c'est de bien toujours répéter les choses d'une manière un peu différente. Donc quand on a 2 traitements qui existent très facilement, il y en a même un troisième, et le troisième, on a compris comment ça pouvait fonctionner, puisque c'est l'azithromycine, mais aussi l'augmentin, ce sont des antibiotiques qui fonctionnent très bien et qui vont agir sur Prevotella. C'est une bactérie que l'on a très peu chez les enfants, mais chez les adultes, il y en a beaucoup de ces bactéries Prevotella. Et alors, où est-ce qu'elles se logent de manière normale, enfin normale sans créer trop de dégâts? Eh bien, c'est dans le tube digestif, donc ça part de la bouche jusqu'à l'anus. Et puisque entre la bouche et le nez, ça passe aussi dans les voies aériennes supérieures, et ça va descendre sur l'arbre bronchique, et donc on va avoir cette bactérie nommée Prevotella qui sera là. Et le coronavirus, lui, qu'est-ce qu'il aime? Eh bien, il aime rentrer dans cette bactérie pour pouvoir proliférer, et donc ça va déclencher un orage de défense immunitaire, et ça va donc créer des problèmes. C'est pour ça qu'on mettra à ce moment-là des anti-inflammatoires, du style cortisone pour le grand public. Donc, mais quand on voit que quand on prend de l'artémisine, donc Artemisia vulgaris, c'est la famille de l'armoise, mais c'est aussi l'estragon, c'est aussi l'absinthe, donc c'est cette famille de plantes qui est étonnante. Eh bien, on se rend compte que ça fait le nettoyage. Alors, je vous parlais d'un vieux traitement hier. Le plus vieux traitement, c'était la purge qui a 6000 ans d'ancienneté dans l'histoire de l'humanité et qui était développée dans la médecine ayurvédique en Inde. Et donc, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils introduisaient un liquide dans l'anus, et puis ça permettait de nettoyer l'intestin avec de l'eau, tout simplement. Alors, le lavement évacuateur a été utilisé également par le docteur Gerson, biologiste, qui lui s'était rendu compte que, donc il y a 70 ans de cela, il s'était rendu compte que quand on faisait des lavements évacuateurs chez des gens qui avaient un cancer, ça permettait de nettoyer donc les bactéries de l'intestin,
d'en enlever en grande partie, et celles qui sont surabondantes, et principalement, et donc de permettre un rééquilibre. Dans l'intestin, on a normalement 3 souches de bactéries qui permettent la digestion et qui permettent l'assimilation du bol alimentaire. Lorsqu'on a un déséquilibre, eh bien, on tombe malade. Et donc, pour garder cet équilibre, il faut faire de temps en temps un nettoyage. Si on ne nettoie pas son intestin, on a très souvent l'apparition de vers intestinaux. Vous savez, c'est pour ça qu'on purgeait les enfants autrefois très souvent. Chaque année, on les purgeait. Et vous savez, c'est quand on a le cul qui gratte qu'on sait qu'il faut se purger. Donc le lavement évacuateur servait à cela. Donc je vous ai parlé hier donc que dans les tribus primitives, qui n'avaient pas été informées de la science occidentale, eh bien les Mélanésiens en Nouvelle-Calédonie utilisaient chaque année cette méthode à 2 reprises dans l'année. Et comment ils faisaient? Ils allaient boire, ils allaient en mer, et ils buvaient l'équivalent d'un grand bol d'eau de mer, et ils ressortaient, ça déclenchait une diarrhée, et c'est comme ça qu'ils nettoyaient leur intestin. Mais en Afrique, il y a d'autres méthodes. C'est la maman qui a son enfant, qui voit que son enfant, au niveau intestinal, ça marche pas trop fort. Elle va boire de l'eau et elle va lui souffler de cette eau dans l'anus pour laver son intestin. Oui, quand on n'a pas des canules, quand on n'a pas des bocs à lavement, quand on n'a pas tout ça dans notre système moderne, les ancêtres avaient trouvé des moyens qui étaient très faciles. Alors, l'avantage et c'est pas dégoûtant, dans le sens, il faut comprendre que quand l'enfant naît qui va naître sous césarienne, il va naître dans un bloc opératoire qui est stérile. Quand on va le mettre en couveuse, la sage-femme prend un champ stérile et le met dans la couveuse qui est stérile. Et le prématuré qui va naître et qui va essayer de se développer pendant les mois pour être de nouveau autonome et être capable de survivre, eh bien on s'est rendu compte qu'on en perdait un tiers. Et on perdait un tiers de ces prématurés qui naissaient sous césarienne. Et quand on faisait les autopsies, on se rendait compte que l'intestin était fin, la paroi intestinale était fine comme du papier à cigarette et qu'elle s'était déchirée, qu'elle faisait des micro-trous, disons des micro-ulcérations, et donc c'est pour ça que ça faisait une septicémie, et l'enfant mourait en fait de septicémie parce que l'intestin n'était pas capable de garder son étanchéité. Et c'est là où le côté stérile, c'est-à-dire sans microbes, a été découvert comme étant pathologique parce qu'il y a une des 3 familles des bactéries qui permet d'épaissir la muqueuse intestinale et donc qui lui permet de rester étanche, de ne pas être perforé par des micro-trous. Alors, un accouchement naturel se fait par voie basse. Et effectivement, l'enfant qui passe par le vagin, eh bien, il va ramasser la flore vaginale. La flore vaginale est composée de plein de germes, y compris des germes anaux, qui viennent de l'anus. Et donc, l'enfant est colonisé au niveau du tube digestif et au niveau respiratoire par des germes qui viennent donc de la flore intestinale et vaginale de la maman. Mais quand on supprime ce passage par une césarienne et que l'on met dans un milieu complètement stérile avec une asepsie extraordinaire, on pense qu'on fait du bien à l'enfant et c'est pas le cas. Ceci dit, un enfant qui est élevé dans une ferme où il y a plein de microbes, il va tomber, il y a plein de fientes de la volaille, d'autres animaux de la ferme, eh bien, automatiquement, il va
il va renforcer son immunité puisqu'il est confronté à plein de germes différents et donc il aura une immunité qui sera bien meilleure que celle d'un citadin qui ne voit jamais d'animaux et à qui on dit non, non, ne marche pas à quatre pattes, il faut te laver les mains tout de suite, ouh là là, c'est sale, c'est vilain, ne ramasse pas ce qui est tombé par terre. Et donc c'est le genre d'attitudes qui ont démontré que plus les gens étaient dans un milieu stérile et aseptique, et moins ils pouvaient développer de défense immunitaire. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a bien des infections qui sont transmises. Oui, bien sûr. Mais c'est là où intervient la défense immunitaire de l'histoire de l'humanité. S'il y a des enfants qui mouraient en bas âge, autrefois il y en avait 1 sur 5 à peu près qui mouraient en bas âge, c'est parce que on ne prenait pas des précautions du style de bien nettoyer les biberons, de mettre des linges qui n'étaient pas forcément... mais c'était surtout le vecteur de l'eau qui était polluée. Et l'eau qui était polluée apporte plein de maladies, que ce soit les hépatites, que ce soit le choléra. L'eau polluée amène tout un tas de maladies. Et donc à partir du moment où on a décidé de séparer les eaux propres des eaux usées, c'est-à-dire faire des châteaux d'eau et amener l'eau consommable et potable, dite potable, au domicile des gens, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de pollution au niveau des puits parce qu'il y avait un oiseau qui était passé, qui avait fait une fiente dans le puits, ou un rat qui était passé par là et qui avait apporté des fientes qui n'étaient pas très bonnes. Et notamment, les urines des rats transmettent une maladie qui est absolument terrible, c'est la leptospirose ictéro-hémorragique. Et donc, il y a un vaccin qui existe là-dessus, mais je ne sais pas du tout si le vaccin contre la leptospirose ictéro-hémorragique, qui est obligatoire chez les égoutiers, a apporté une amélioration très nette, aussi simplement l'hygiène l'hygiène des mains, qui a permis d'éliminer la leptospirose ictéro-hémorragique qui crée un décès à 50% et des séquelles très importantes pour ceux qui arrivent à survivre. Donc les 50% qui sont infectés avec la leptospirose ictéro-hémorragique, quand ils survivent, ils ont des pathologies qui sont importantes, des séquelles qui sont souvent très très importantes. Elles peuvent être cardiaques, rénales, j'en passe et des meilleures. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc le vaccin de la grippe, surtout ne faites pas le vaccin de la grippe. C'est complètement idiot. C'est comme si vous cochiez 3 cases au loto en disant j'espère que je vais tirer le bon tirage. C'est une loterie. Et donc je vous explique comment on fait la loterie. On va chercher un germe au mois d'août, le germe de la grippe, donc c'est un virus. On va le mettre en culture, donc on revient en France une fois qu'on va au mois d'août, puisque c'est l'hiver austral, on va en Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie prélever les gens qui ont la grippe, on le met en culture, et puis on espère que ce sera la souche de ce virus qui permettra de faire le vaccin pour la grippe qui viendra en Europe 6 mois plus tard. Mais comme les virus mutent tout le temps et ils changent tout le temps, eh bien, vous avez très peu de chances pour que ce soit efficace. Alors on dit, oui, il y a quand même 20% de gens. Oui, mais peut-être qu'il y a 20% qui n'attrapent pas la grippe en post-vaccination, mais il y en a qui meurent dans l'année, justement, parce qu'ils ont été vaccinés. Et donc ça, on ne les compte pas trop. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous dis, ne croyez pas spécialement à Big Pharma quand il vous propose des vaccins. Et puis, quant au vaccin contre le Covid, c'est-à-dire le virus ou la maladie du coronavirus qui s'appelle la grippe, c'est pas la Covid, c'est la grippe, si on parle correctement. Mais on aime bien entourlouper les gens. Et donc, je vous rappelle
Je vous rappelle que Mirko Beljanski, donc c'était un Yougoslave qui avait travaillé à l'Institut Pasteur. Et donc, tellement il a été persécuté qu'il en est mort. Et le reste de sa famille a été obligé de s'expatrier aux USA pour continuer à bosser sur le sujet. Alors, la nature est vraiment bien faite, elle permet d'améliorer plein de choses. Il y a le docteur Gerson qui, lui, avait dit, mais si on fait des lavements évacuateurs aux gens qui ont le cancer, eh bien, on se rend compte que en 3 jours de lavement, ça va faire l'équivalent d'un nettoyage au niveau du côlon de toutes les bactéries qui sont en surnombre et qui sont pathogènes, parce que déséquilibrées. Et si après on reprend une alimentation axée que sur des jus de fruits pour ne pas fatiguer le transit intestinal et pour pouvoir justement apporter des antioxydants, eh bien on se rend compte qu'on arrive à sauver des cancéreux qui étaient au dernier stade et le docteur Gerson arrive à en sauver 40%. Mais ça, pas grand monde vous en parle. Alors, le régime du docteur Gerson était très simple. On fait un lavement évacuateur toutes les 2 heures pendant 3 jours. Et évidemment, pendant ces 3 jours, la personne n'a pas le droit ni de boire ni de manger. Alors, elle est réhydratée par les lavements évacuateurs. Donc, l'organisme va pomper l'eau qu'elle a besoin par l'intestin. Et je vous explique un peu ce que fait le Vibrion le Vibrion colérique. C'est une petite bactérie qu'on appelle qui est en point virgule, et enfin on dirait vraiment une virgule, quoi. Donc un point avec une petite queue. Et quand on regarde ça au microscope, et donc on l'a appelé Vibrion colérique parce qu'il est tout petit, c'est une toute petite bactérie. Et donc, on l'a nommé comme ça, le Vibrion colérique. Bon, c'est parce qu'il faisait penser à la petite taille d'un virus, mais un virus est beaucoup plus petit encore. Enfin, ceci dit, c'est juste pour vous expliquer que le Vibrion colérique, qu'est-ce qu'il demande à la cellule intestinale? Il lui dit, fais exactement le contraire de ce que tu fais. C'est-à-dire que l'intestin, le bol alimentaire qui arrive dans l'intestin, la cellule intestinale pompe l'eau avec tout ce qui est alimentaire, tous les nutriments qui sont digérés, disséqués par les bactéries et par les enzymes pancréatiques et biliaires. Donc ça passe dans le sang. Et bien là, le Vibrion colérique, il dit non, fais-moi le contraire, s'il te plaît. Et donc il pompe l'eau dans le sang et l'eau est injectée dans l'intestin. Évidemment, quand vous avez l'intestin qui est plein d'eau, ça remonte aussi par le tube digestif, et donc tout le tube digestif se remplit d'eau, et c'est pour ça que la personne vomit en jet, et puis a des diarrhées épouvantables. Et le malade meurt de quoi? Eh bien, il meurt de déshydratation. C'est comme s'il avait une hémorragie, c'est comme si on lui avait ouvert les veines. Et la réanimation du choléra, c'est 4 litres d'eau par heure pendant 4 heures, c'est-à-dire 16 litres. 16 litres d'eau pour remplir le volume qui est éliminé par l'intestin, jusqu'à temps que l'organisme soit capable de se défendre de ce Vibrion colérique. Et donc on fait des antibiotiques, parce qu'il y a des antibiotiques, mais on est obligé de les faire en voie injectable, parce que si on les donne par comprimé, comme la personne vomit tout de suite, ça sert strictement à rien. Donc on est obligé de passer par voie veineuse ou injectable, intramusculaire. Qu'est-ce que je voulais vous dire donc? Quand on parle de la Yougoslavie et on parle de la guerre qui a été récente, qui a démarré en 1991 et qui s'est terminée en 1995. Alors, quand on nous parle d'une guerre, il y a toujours une des 3 causes. Soit ça va être une cause, problème ethnique, c'est le Rwanda par exemple. Soit c'est un problème de religion, donc on a fait des croisades, on a fait tout un tas de guerres contre les religions,
ou bien c'est un problème économique. Et oui, quand vous comprenez, il y a beaucoup de chômeurs, le peuple pousse le gouvernement à foutre le camp, eh bien le gouvernement qui veut rester à sa place et profiter des avantages du gouvernement va dire ah mais c'est la faute du voisin et donc c'est pour ça on va accuser par exemple l'Allemagne d'être trop méchante sur le plan économique et donc il faudra faire la guerre. Alors ça fait quoi une guerre? Ça décime la population, des jeunes hommes qui justement sont jeunes pour aller faire la guerre. Et donc comme ça, il y a plus de soulèvement. Une fois que les gens sont morts, il n'y a plus de soulèvement. Donc il faudra attendre la génération suivante. Donc comme il y a moins de personnes, il y a moins de chômeurs. Et comme la guerre a permis de détruire, il faut reconstruire. Donc ça occupe tout le monde. Et donc tout le monde a du boulot. Voilà un peu comment fonctionne le système capitaliste, et ça je l'ai appris en médecine tropicale en 1981-82 à la Pitié-Salpêtrière, par des cours qui étaient vraiment très très intéressants sur plein de choses. Donc la guerre yougoslave était intéressante, parce que là on avait les trois éléments pour faire la guerre. Il y avait trois religions, alors les Serbes sont orthodoxes, les Croates sont catholiques avec les Slovènes, et les Bosniaques étaient étiquetés musulmans. Mais en fait, quand on y est allé en 1991, alors que la guerre n'avait pas encore commencé, mais qu'on soutenait les pacifistes, il n'y avait personne qui traînait ni dans les synagogues, ni dans les mosquées, ni dans les églises et cathédrales. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens nous disaient, mais on est tellement mariés les uns entre nous que le communisme avait un peu balayé la croyance spirituelle en disant c'est l'opium du peuple. Et donc les gens étaient très peu pratiquants en fait. Il y avait quand même quelques circoncisions chez les juifs et chez les musulmans à Sarajevo, mais la population, disons, ne pratiquait pas de manière assidue les religions. Alors, quand on a une ethnie qui est légèrement différente, parce qu'il y a des coutumes qui sont différentes, quand on a les Serbes écrivaient en cyrillique, les Croates écrivaient en caractère latin, les Bosniaques écrivaient en caractère latin, mais eux, ils étaient musulmans, donc il y avait des coutumes musulmanes qui étaient des fêtes musulmanes qui étaient différentes des catholiques et qui étaient différentes des orthodoxes. Donc vous comprenez bien que quand on rajoute le chômage de masse qui était très important, et la population des Serbes était telle que ça représentait la moitié de la Yougoslavie. Mais quand on regarde toutes les républiques de l'ex-Yougoslavie composées, c'était écrasant de domination. Partout que vous alliez dans n'importe quelle autre république que la Serbie, comme par hasard, toujours le chef du commissariat de police, c'était toujours un Serbe. Dans l'armée, c'était pareil, c'était toujours les Serbes qui étaient majoritaires au niveau des généraux et des amiraux et de tous les gens les plus haut placés dans le domaine de l'armée. Et donc ça a été très facile pour les petits chefs de dire bon, nous on veut récupérer notre identité culturelle, notre religion, notre passé, et donc on demande à retrouver notre indépendance et notre autonomie. Puisque Tito, ayant cassé sa pipe quelques mois avant le début de la guerre, il n'y avait personne qui avait la poigne nécessaire et surtout le charisme pour maintenir l'unité de ces pays slaves ensemble. Donc, parmi les différences, il y avait aussi une différence de langue entre les Slovènes et les Croates. La Slovénie touche la Croatie. Le slovène est une langue légèrement différente du croate, qui est légèrement différente sur certains petits mots de la Serbie. Et maintenant, si on veut utiliser un mot du dictionnaire yougoslave, ah ben non, on va vous dire ah mais vous êtes serbe parce que vous utilisez ce mot-là, ou bien vous êtes croate parce que vous utilisez ce mot-là. Bon, donc c'est vraiment des petites variantes, mais c'est bon, enfin bref. Donc
on a réussi à déclencher la guerre pour ce motif-là. Mais la guerre, elle sert qui, en fait, en réalité? Elle sert le système capitaliste. Oui, parce que vous comprenez bien qu'il faut produire pour gagner de l'argent. Et donc, à partir du moment où il y a des gens qui sont au chômage, qui n'arrivent pas à consommer parce qu'ils n'ont pas d'argent, et donc s'il n'y a pas de consommation, il faut faire en sorte que de nouveau il y ait de la consommation. Et rien de mieux que de démolir les immeubles et les ponts pour ensuite pouvoir les reconstruire. Donc ça permet d'enrichir les constructeurs, mais ça permet aussi aux travailleurs de pouvoir trouver du boulot. Voilà le but des guerres dans le système capitaliste. Alors il y a des gens qui sont particulièrement tordus et absolument cyniques et qui disent que l'humanité, elle ne doit pas dépasser 500 millions d'habitants. Et donc ces 500 millions d'habitants, on est à 7 milliards 500 millions. Donc il y a des gens qui veulent absolument que ce soit la guerre contre le peuple. Et la guerre secrète contre le peuple, qui s'en occupe? Quand la chimie pollue votre eau que vous achetez en bouteille plastique, par des hormones féminisantes par exemple, ce sont les composés organiques volatiles. Quand vous avez la chimie qui pollue donc l'eau en bouteille, l'eau dite minérale ou l'eau de source, que vous avez la chimie qui va polluer la terre au point tel qu'on sera obligé d'utiliser des OGM pour pouvoir continuer à avoir une terre dite fertile, mais qui perd complètement la vie, puisqu'il n'y a plus de biotope dans la terre qui a été ensemencée par les produits chimiques. Quand vous voyez que l'air que l'on respire est pollué par les composés organiques volatiles du pétrole, on se dit, si l'air est pollué, si l'eau est polluée, et si l'alimentation est polluée par tous les pesticides alimentaires, sauf dans l'alimentation bio, on se dit, c'est normal que la population soit malade à grande échelle, mais des nouvelles pathologies, comme par exemple des gens qui vont dire non, je me sens pas trop garçon, je me sens plutôt fille, par exemple, et donc je veux être opéré, voilà. Tout ça, ça peut s'expliquer par la modification d'hormones féminisantes que l'on trouve dans le plastique. Et donc, comme il y a trop de population qui est en train de pousser en disant il y a du chômage qui augmente, le moyen d'avoir la paix pour un chef d'État, c'est de dire il faut les occuper à autre chose. Alors comment on occupe le peuple à autre chose? Quand il faut faire un petit compte-rendu du grand débat, paf, l'incendie de la toiture de Notre-Dame de Paris. Alors ça, c'est un drame national qui va clouer le bec sur le compte-rendu du grand débat. Vous avez compris? Ou bien alors, quand il y a une mesure coercitive, une suppression de liberté, on va faire, vous vous rendez compte, il y en a un qui a assassiné un chrétien dans l'église, l'autre, il y a eu tel et tel attentat. Et tout ça, c'est organisé par les services secrets. Mais les services secrets de quel pays? Je ne sais pas de quel pays. Mais en tout cas, je peux vous dire que quand il y a eu les attentats dans les années 70-80 en Italie, le président de la République italienne a reconnu qu'il savait très bien que c'était l'armée secrète qui s'appelait Gladio. Et quand on a essayé de remonter la piste, de savoir quel commandement était, c'était le commandement de l'OTAN. Voilà. C'était pour couper l'herbe sous le pied des communistes italiens. Voilà. Alors vous comprenez qu'entre le communisme et le christianisme, la notion de partage, ça existe. Alors qu'est-ce qui nous prépare là, le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial? Il nous prépare une vaccination obligatoire pour fliquer tout le monde. Il faut que tout le monde ait la puce RFID dans le corps pour qu'on soit parfaitement identifié. Grâce à la 5G, on va tous pouvoir vous fliquer
Et puis, l'avantage alors une puce RFID, elle est capable d'émettre, mais elle est capable de recevoir. Et donc, si on est capable de cibler un individu en fonction de sa fréquence personnelle, eh bien, on va pouvoir lui envoyer des ondes qui vont être destructives ou bien qui va le rendre complètement fou ou mélancolique ou bien hyper colérique et qui va, à cette occasion de poussée colérique, va pouvoir prendre un couteau et puis tuer son voisin sans aucune raison et puis va se dire mais je comprends pas ce qui s'est passé, c'était pas moi. Voilà, donc c'est un peu la schizophrénie que l'on est en train d'introduire discrètement par la puce RFID. Alors la puce RFID, elle ne se verra pas parce que les nanoparticules ont permis d'assembler quelques atomes et pour pouvoir fabriquer une puce RFID, mais qui ne sera visible qu'au microscope électronique. Alors curieusement, vous allez me dire, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il y a des vaccins qui sont soumis au secret défense? Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'ils n'ont pas du tout envie que l'opinion publique sache ce qu'il y a dans les vaccins. Quand je vous disais que les vaccins, quand on analyse les vaccins d'aujourd'hui, on voit qu'il y a l'aluminium. Ah ben l'aluminium, ça fait quoi? Ça fait des problèmes neurologiques. Quand on voit qu'il y a du mercure dedans, alors ils vont pas appeler mercure sur la notice, non, ils vont l'appeler thimérazole ou thymérosal, enfin un truc que vous comprenez rien, vous savez pas du tout ce que c'est. Et vous vous posez la question, mais est-ce qu'on a vérifié la toxicité de ces produits-là? Oh ben surtout pas, parce que le vaccin est dispensé d'autorisation de mise sur le marché. Et c'est pour ça qu'ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent. Et quand on vous dit qu'un vaccin va être soumis au secret défense et qu'il sera interdit de l'analyser, là, je crois qu'il faut que ça vous mette la puce à l'oreille. Et il ne faut surtout pas accepter un vaccin. Alors vous allez me dire, oui, mais si on dit, oui, mais le vaccin est obligatoire, il faut que tout le monde y passe. Alors sur le plan légal, je vous rappelle qu'il y a eu quand même un jugement qui a été rendu en 1947 et qui a condamné les médecins nazis qui faisaient des expériences sur l'être humain. Quand aujourd'hui on vous dit porter un masque, c'est une expérience médicale. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on dit aux citoyens, allez, promenez-vous avec un masque, c'est un ordre, c'est une obligation, mais c'est une expérience médicale. On n'a aucun recul. Ah, mais si, il y a quand même quelqu'un qui a fait des études renommées pour expliquer qu'en cas de virus, ça ne marchait pas du tout. Mais là, c'est pour voir dans quel état d'esprit la population est mouton et est capable de dire, ah ben oui, c'est comme l'étoile jaune. L'étoile jaune, dans les années 40, on disait aux juifs, mettez l'étoile jaune, comme ça on saura que vous êtes juif. Et bien les juifs, ils ont mis l'étoile jaune, puis après, ils n'ont pas été étonnés d'être déportés. Là, c'est pareil. Là, on vous dit, portez des masques, et ceux qui ne portent pas des masques comme moi, on va nous déporter dans les camps FEMA, parce qu'on est des récalcitrants et on ne marche pas avec le système. Qui ne sert à rien, médicalement parlant, ça ne sert strictement à rien, le médicament. Tout le monde dit c'est manuporté, c'est-à-dire que les microbes, c'est transporté par les mains. Donc il faut se laver les mains avant de manger, de se gratter le nez, se frotter les yeux. Donc il faut avoir les mains propres, et c'est au savon de Marseille, qui est quand même le moins agressif possible pour la flore cutanée, parce que nous avons plein de microbes sur la peau. Et si on fait des déséquilibres avec du gel hydroalcoolique toutes les 5 minutes, vous allez voir que vous allez déclencher d'autres pathologies. Donc, on voit bien que le masque vous empoisonne par le gaz carbonique, par les microbes qui ne peuvent pas s'échapper, tous les débris cellulaires qui peuvent être un terrain favorable pour la prolifération de champignons, du style aspergillose par exemple. Et donc c'est une maladie pulmonaire qui peut ressembler à un syndrome de Covid, par exemple. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que
on teste la population pour savoir si elle est d'accord de perdre ses libertés progressivement. On rajoute un barreau à la cage, un barreau, et puis on vous dit faites un papier pour vous autoriser. Puis ce papier, il y aura de moins en moins de cases, et puis vous n'aurez plus le droit que d'aller dehors chercher à manger, et puis promener son chien, point final. Et puis vous laissez les petits ancêtres crever, ou bien tout seuls dans leur coin, parce que si jamais vous allez voir ce qui se passe dans les maisons de retraite, eh bien les petits coups de Rivotril, vous savez, les petites injections de Rivotril pour achever les vieux, eh bien c'est ce qui vous pend au nez. Voilà. Donc, une fois qu'on a compris qu'on était en guerre, donc on va nous injecter des poisons dans les vaccins Covid, parce que normalement, il faut un recul de 5 à 10 ans pour faire un vaccin. Donc, vous comprenez bien que le vaccin pour le Covid n'entraînera jamais une immunité. Mais jamais, c'est impossible. Pourquoi? Parce que le virus mute tout le temps. Chaque fois qu'il rentre chez quelqu'un, il va ressortir légèrement différent. Et actuellement, on est à la 4e grande souche, au 4e variant, c'est le professeur Raoult qui l'explique, parce que à l'Institut méditerranéen, ils font des prélèvements à chaque fois et ils regardent si ça correspond au même virus ou si c'est une autre famille du même virus mais qui a bien été modifiée. Et là, on est à la 4e grande variation. Et ceux qui ont été capables de choper le premier virus au début, au point d'en être malades, qui ont été guéris, ils ont pu rechoper le variant numéro 2, le variant numéro 3, et maintenant ils vont choper le variant numéro 4. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors pourquoi les gens vont être malades régulièrement? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de système immunitaire qui est suffisamment en bon état. Et donc, je répète et je remartèle les esprits, il faut bouffer de la vitamine C naturelle tous les jours. Vous prenez un oignon, ça contient beaucoup de vitamine C. Vous prenez une orange, un citron. Vous vous débrouillez pour trouver de la vitamine C dans votre alimentation, mais qui soit naturelle et bio si possible. Parce que le système immunitaire ne peut être efficace qu'à partir du moment où vous ne mangez pas de polluants, parce que le foie est obligé d'éliminer les polluants, et donc il ne peut pas synthétiser les bonnes vitamines, et il ne peut pas extraire tout ce qui est bon, parce que la grande priorité en fait du foie, c'est d'éliminer tout ce qui est toxique. Et ce qui est toxique, ce sont tous les polluants, les pesticides, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, quand on a compris qu'il faut avoir de la vitamine C, il faut aller au soleil pour fabriquer sa vitamine D, parce que la vitamine D est essentielle pour fabriquer les globules blancs. Et puis, il faut avoir un peu de vitamine E aussi, mais la provitamine A aussi, la vitamine A qu'on trouve dans le carotène, dans tout ce qui est orange et rouge. Donc, vous avez les tomates, les carottes. Plus les fruits sont colorés et plus il y a de provitamine A, c'est ce qu'il faut avoir dans cet esprit-là. Et il faut évidemment avoir du fer, il ne faut pas souffrir d'anémie, parce que quand on manque de fer, l'anémie empêche l'oxygène de circuler parce qu'on ne fabrique pas assez de globules rouges. Donc, il faut avoir une alimentation correcte. Mais là, qui ne peut pas avoir une alimentation correcte? Eh bien, ce sont les gueux, les pauvres gens, les sans-dents. Ce sont les gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'acheter du bio et qui vont s'acheter des pâtes, du riz, tout ce qu'il ne faut pas pour développer des pathologies. Quand on sait que ce sont les aliments frais et crus qui sont les meilleurs pour la santé, eh bien, on se rend compte que les pauvres gens qui vivent au RSA ou qui vivent avec un SMIC pour 2 ou 3 personnes pour une famille, par exemple, eh bien, ils n'ont pas les moyens de vivre sainement. Et rappelez-vous que la définition de la santé, c'est un état de bien-être physique, mental et social, c'est-à-dire être reconnu dans la société. Et je prends les pauvres égoutiers, par exemple. Les égoutiers, ce sont les gens qui vous permettent d'éviter d'attraper la peste bubonique
est transmise par les rats. Et les égoutiers font le ménage justement dans les égouts et font en sorte qu'il y ait le moins possible de prolifération de rats. Et la leptospirose ictéro-hémorragique est transmise par l'urine du rat. Donc si un rat va dans une remise faire un petit pipi et puis qu'il est infecté justement avec la leptospirose, eh bien quand vous allez boire la bouteille de coca qui a traîné pendant quelques jours et qui a reçu les urines du rat, vous allez, si vous ne nettoyez pas votre canette avant de boire, vous risquez de choper la leptospirose ictéro-hémorragique. Mais ça peut être aussi le bout de pain. Vous laissez le bout de pain sur une table qui n'a pas été nettoyée, et puis le rat est venu, il a déposé 3 gouttes de pipi, et donc il a déposé la leptospirose ictéro-hémorragique, et donc vous pourrez développer comme ça la leptospirose ictéro-hémorragique. Il faut bien comprendre que l'hygiène, ça a été le vecteur de la santé, mais l'hygiène, c'est avec de l'eau propre. Et le vaccin que Bill Gates veut absolument répandre partout dans le monde, c'est une fumisterie, c'est une grande blague monstrueuse, c'est un mensonge éhonté. Ce n'est que quand les gens ont de l'eau potable et qui est bien séparée avec les eaux usées, eh bien, l'hygiène de l'eau permet d'éliminer énormément de maladies dans le monde. Donc l'axe premier de M. Bill Gates, c'est si vous êtes vraiment sincère dans votre altruisme. Mais en fait, entre nous, il a dit, grâce au vaccin, on va pouvoir éradiquer au moins 10 à 15% de la population mondiale. Mais vous inquiétez pas que le Covid, il est prévu pour pire, le vaccin Covid. Mais comme le vaccin de la grippe, là, moi je suis très curieux de savoir les statistiques de combien de gens qui ont été vaccinés contre la grippe cette année vont survivre jusqu'au printemps prochain. Ça, je suis très, très curieux de voir ces statistiques-là, mais enfin, peut-être que, vous savez, les statistiques de mort subite du nouveau-né, c'est difficile à les trouver maintenant. C'est bizarre, comme si... oui, il y a une corrélation entre la vaccination chez les enfants, surtout qu'on en met 11 vaccins maintenant, et bien maintenant, allez trouver les courbes de mort subite du nouveau-né en post-vaccinal, bonjour. Et oui, parce que si c'est trop flagrant, les gens ils comprennent que c'est pas pour faire du bien à l'enfant, mais c'est au contraire pour le rendre malade à vie, donc ça va enrichir les laboratoires, ou bien sinon ça va le tuer, voilà, par choc anaphylactique. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, bon, je me répète un peu, mais j'essaye de faire rentrer les choses dans la tête des gens. Donc, n'oubliez pas de penser que nous sommes agressés par la chimie, mais nous sommes agressés aussi par les ondes. Je pense que tout le monde a vu le documentaire sur l'onde d'un doute, l'onde d'un doute qui a été transmise sur l'émission très célèbre Complément d'enquête, que vous pouvez voir en replay. Alors, ils n'expliquent pas trop ce que ça veut dire, les toxicologues et les biologistes. On dit que la norme, ce serait en watts. Et en watts, le watt, c'est ce qui chauffe. Alors on dit oui, ne le tenez pas trop près parce que les watts vont chauffer votre cerveau et c'est ça qui peut déclencher les glioblastomes du cerveau. Et donc ça c'est vrai, il ne faut pas le tenir trop près parce qu'effectivement ça chauffe. Et si vous vous amusez à vous brûler, par exemple, vous brûlez la peau avec une cigarette, et puis à peine ça commence à faire une croûte, vous vous rebrûlez, et vous vous rebrûlez, et vous vous rebrûlez toujours au même endroit, et vous allez voir que très bientôt vous aurez un cancer. Parce que la peau ne supporte pas le stress répétitif. Eh bien, vous aurez un cancer cutané. Bon, alors, le cancer cutané, on peut l'enlever relativement facilement, mais c'est pour vous expliquer comment on peut fabriquer un cancer. Un cancer, c'est quand on brûle au même endroit dans le temps et que la reconstitution des neurones ne peut pas se faire au niveau cérébral, on développe un glioblastome, par exemple.
Alors, il y a trois scientifiques qui interviennent dans ce documentaire et je vais essayer de vous expliquer un peu. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais il ne faut pas mesurer les watts. Les watts, c'est ce qui chauffe. Mais c'est pas forcément 2 watts, ça chauffe pas terrible, quoi. Mais en fait, c'est plutôt le débit, c'est le débit des ondes électromagnétiques qui va changer les choses. Alors, l'explication que je vais essayer de vous donner de manière la plus simple possible pour essayer de vous faire comprendre que les gens qui sont électrosensibles, c'est pas une vue de l'esprit, parce que les biologistes ont remarqué que ça modifiait au niveau des effets thermiques, ça faisait un réchauffement, mais ce n'était pas forcément ça. Mais par contre, ça faisait un effet d'activation des canaux calciques au niveau cellulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Eh bien, pour vous expliquer, les neurones, ils transportent l'électricité qui est due à une réaction chimique. Et donc les neurones, c'est ce qui vous permet de prendre un objet. Donc les neurones moteurs vont dire, voilà, je décide de prendre cet objet et je le pose là. C'est donc un acte volontaire parce qu'il y a la transmission de la commande électrique au niveau de vos cellules nerveuses qui vont dire à vos muscles, prenez cet objet. Et donc c'est les muscles comme ça qui vont pouvoir bouger grâce aux cellules nerveuses. Eh bien, l'ouverture des canaux, l'effet d'activation des canaux calciques interviennent justement sur le courant qui est développé dans les neurones. Et donc, il y a plusieurs effets. Pour essayer de vous résumer le plus simplement possible, on se rend compte qu'il y a des fuites d'ions. Donc, il y a des fuites d'ions potassium, par exemple. Donc, le potassium, il est compensé par les bananes, les fruits secs, le chocolat, par exemple. Et donc, on va avoir des fuites au niveau du neurone. Et donc, ça va faire que si le champ, on a remarqué que si l'effet était continu, eh bien, c'était moins nocif que quand c'est pulsé. Alors, je ne sais pas si on vous a expliqué, mais pour éviter de consommer de l'énergie, on vous dit que la 5G sera pulsée. Et en étant pulsée, ça va consommer moins et ça va faire moins de température, puisque dans une seconde, admettons, il y aura une pulsation de 50, par exemple. Et donc, 50 pulsations à la seconde sera moins dangereux que de faire une pulsation continue en watts, c'est-à-dire en chaleur. Mais quand on regarde au niveau cellulaire ce que ça fait, eh bien on se rend compte que quand ce sont des effets pulsés, eh bien ça stresse encore plus la cellule et notamment les cellules nerveuses. Bon, donc c'est ce qu'il faut essayer de comprendre. Et donc, si on doit faire des mesures, vous savez, on dit oui, c'est le DAS est respecté. Alors le DAS, il ne faut pas que ça dépasse 2 watts. Ça, on mesure la température. Mais le champ électromagnétique, c'est d'autres choses. Et donc, par exemple, on dit que c'est 2 watts, mais on voit que l'i8, par exemple l'iPhone 8 ou le Galaxy A10, eh bien, ils arrivent à 4 fois plus que la norme en watts. Mais je vous ai expliqué que les watts, c'est que la chaleur, donc ça mesure la chaleur. Alors c'est sûr que si on brûle à répétition des neurones, ça peut développer un cancer. Mais si c'est un endroit où en plus ça développe la chaleur, mais en plus ça ouvre les canaux
les canaux calciques qui sont activés, donc ça agit sur les neurones. Et quand vous avez des gens qui disent « moi je souffre, on ne sait pas d'où ça vient, et on m'étiquette fibromyalgie, mais ça peut être une maladie de Lyme, mais ça peut être aussi un trouble des gens qui sont électrosensibles et qui sont bombardés. » Alors, je vous invite, moi, à regarder ce documentaire « Onde d'un doute ». Et là, vous comprendrez un petit peu pourquoi on se moque du monde, quoi. Mais donc, il y a 3 personnes qu'il faut suivre de près, c'est Martin Pal, biochimiste, et Darius Leszczynski, et il y a Melnik aussi qui est toxicologue. Donc ces personnes qui sont des USA, eux, ont fait des travaux, et puis ils en parlent correctement. Alors, la 5G, eh ben, il faut évidemment refuser la 5G. Il y avait eu des expériences qui avaient été faites avec la 3G et la 4G, où on mettait un téléphone qui était ouvert, donc en période de réception, et on l'avait mis dans une couveuse où il y avait des œufs qui étaient en incubation, des œufs de poule. Et ce qu'on a vu, ben, c'est que au moment de l'éclosion, ben, il n'y a que ceux qui étaient en périphérie qui sont nés à peu près normalement, qui ont pu naître, mais tous ceux qui étaient près du téléphone portable, eh bien, en ouvrant, on voyait que les embryons étaient morts dans l'œuf. Et oui. Donc, nous avons des gens qui sont vraiment pas futés dans notre pays et au niveau politique, hein, ils sont pas futés. Eux, ils cherchent que le profit, l'argent, combien ça va rapporter, etc. Et qui sont capables d'empoisonner l'humanité sur le plan chimique, mais sur le plan radionique. Et bon, on n'a que ce qu'on mérite, hein, si on est capable de mettre des cons pareils au pouvoir et puis d'accepter les conditions parce qu'on a des hommes politiques qui s'enrichissent avec des pots de vin terribles pour permettre des activations de produits qui sont toxiques. Eh ben, on n'a que ce qu'on mérite, on n'a qu'à crever, hein, voilà. Donc si vous voulez pas crever, ben, il faut déboulonner ce gouvernement de corrompus et de criminels. C'est ce que je dis aux policiers, et aux gendarmes et aux CRS. C'est vous qui avez les armes, c'est vous qui devez rétablir l'ordre dans notre pays. Eh bien, allez à Paris et délogez toute cette clique épouvantable. C'est à vous à faire le boulot, c'est pas à moi. Moi, j'ai décidé de ne pas utiliser d'armes parce que j'ai été objecteur de conscience et je le suis toujours, donc j'ai pas envie de tuer mon prochain, même s'il veut venir me tuer avec un couteau, ben, qu'il me tue parce qu'on est un jour, on va mourir un autre jour. Le tout, c'est de savoir si on veut mourir en état de dignité ou si on, on a envie de tomber aussi bas que son agresseur. Voilà, c'est toute la difficulté de comprendre la spiritualité. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bon courage. J'ai été bavard encore. 1h03, là, c'est épouvantable. Excusez-moi d'avoir été si long. Et puis, bon, mettez un pouce bleu si vous êtes content. C'est un pouce comme ça si vous n'êtes pas content. Peut-être je me répète un peu trop. Mais il faut que ça rentre dans le plus grand nombre pour que les gens se rendent compte que c'est complètement n'importe quoi ce qu'ils nous font. Parce que vous comprenez bien que si on vous dit pendant un trimestre, le masque ne sert à rien, puis qu'après on vous dit il faut porter le masque, c'est obligatoire, automatiquement il y a un moment donné où ils se sont trompés. Mais où est-ce qu'ils se sont trompés? Eh ben c'est pas le début, c'est pas de porter un masque. Parce que le masque ne sert à rien en virologie. Le virus est tellement petit qu'il passe au travers et il passe partout. Et puis, en fait, c'est manuporté, c'est-à-dire que le virus, il va tomber à un endroit, vous toussez, ben, sur votre plan de travail ou sur votre bouquin ou sur votre lettre, vous allez déposer des virus et des bactéries qui vont pouvoir vivre plus ou moins longtemps pour pouvoir infecter éventuellement d'autres personnes.
Mais donc pensez bien que le soleil stérilise les microbes, donc il faut aller au soleil pour fabriquer aussi sa vitamine D, et qu'elle est indispensable. Et donc quand on vous dit d'être confiné, c'est n'importe quoi. Non seulement il faut vous oxygéner en faisant une marche forcée au moins pendant une demi-heure par jour, et il faut prendre le soleil pour fabriquer sa vitamine D, il faut prendre la vitamine C et manger de la vitamine E sous la forme par exemple d'un jaune d'œuf qui est mollet, qui n'est pas cuit dur. Et donc soit un œuf à la coque ou soit un œuf sur le plat, mais pas trop cuit. Voilà, voilà mes conseils de bonne santé. Et puis, eh bien, écoutez, j'espère que nos policiers de base, mais peut-être aussi les officiers supérieurs, euh, vont pouvoir réfléchir à la question et puis de se dire on nous empoisonne sur le plan chimique, on nous empoisonne avec les ondes et là on veut nous balancer la 5G et vous allez voir que ça va faire une hécatombe terrible. Parce que avec toutes les nanoparticules qu'on nous a balancées dans l'air avec les épandages aériens et, et toutes les nanoparticules que l'on boit dans l'eau du robinet, parce que tout le monde n'a pas forcément les moyens d'acquérir de l'eau en bouteille, eh bien vous allez voir que ça va faire un effet d'antenne qui va permettre de faire une résonance épouvantable. Voilà. Donc, il y a des gens qui souffrent de nouvelles pathologies, eh bien, ne cherchez pas plus loin que l'environnement qui est de plus en plus pollué. Et donc, il faut essayer de redevenir un petit peu amiche, parce que c'est quand même une civilisation où il y a très peu de ports de lunettes, et c'est quand même une civilisation où il n'y a quasiment pas d'autisme. Alors posez-vous la question, pourquoi il y a beaucoup d'autisme partout où il y a soi-disant la civilisation, et pourquoi il n'y en a pas chez les Amish? Eh bien voilà, on a, on a une étude randomisée sur le sujet, et comme ça on peut comparer, et l'avantage d'une étude randomisée, eh ben, c'est que c'est indéboulonnable, on ne peut pas la discréditer. Voilà. Alors amusez-vous bien, et puis essayez de réfléchir si vous n'avez pas envie d'immigrer chez les Amish. Allez, bonne journée à vous et bonne santé.